Salut, c'est Bip de la Quinterview. Avant que ton épisode commence, si tu veux encore plus d'épisodes, m'aider et me soutenir, abonne-toi au podcast et n'hésite pas à mettre des commentaires et 5 étoiles si t'en as la possibilité. La Quinterview est autoproduite et t'imagines pas à quel point ce petit geste est important pour moi et pour l'avenir du podcast. Bon épisode. Dans cet épisode de la Quinterview. Ah non mais Mia c'est l'Élise Lucet du drag, hein, c'est-à-dire c'est vraiment ses drag investigations. T'as vu là, elle a vu un truc chez toi. Hein. Ouais je sais. La Quinterview. Hello à tous et bienvenue dans la Quinterview. La Quinterview, qu'est-ce que c'est ? C'est un podcast d'interview libre, ouverte et inclusive qui vous ouvre les portes du monde merveilleux des artistes drag. Drag queen, drag king, drag queer, club kid, créature, plus l'infini et au-delà. Ici, on parle de vie de drag, de vie out of drag, de construction artistique, de processus créatif. Je suis toujours Bip et la curiosité est mon plus beau défaut. Aujourd'hui, pour ce nouvel épisode de la Quinterview, j'ai décidé de prendre ma meilleure carte SNCF et de partir pour Strasbourg. Alors Strasbourg sur la carte de Mini Majesté, c'est en haut à droite, car l'Alsace ne sait pas faire que des bretzels et des spätzle. L'Alsace sait faire du bon drag. Et j'ai décidé d'inviter celle qui s'est donnée comme mission de faire vivre la scène locale à travers de multiples shows, mais notamment grâce à ses événements sur la péniche mécanique. Sa vie, elle la voulait créative, elle s'est même essayée à l'ébénisterie d'art pour finir au final tatoueuse. En général, on l'entend avant de la voir. Alors avec elle, on va parler famille, parentalité et spätzle peut-être. Bienvenue pour ta Quinterview Rostontal. Hello. Alors avec plaisir, on parle de gastronomie alsacienne et de ma famille aussi si vous voulez bien. Merci pour l'invitation. Bah avec grand plaisir et du coup là on enregistre dans un studio strasbourgeois et je suis très content d'être là, très content d'être venu. Ça fait un moment qu'on se tourne autour et à chaque fois que tu passes par les endroits où je pourrais être, je n'y suis pas. C'est vrai, je bouge pas beaucoup en vrai. Du coup c'est vrai quand je bouge, tu n'es pas là et quand tu es là, je ne suis pas là et ainsi de suite. Et regarde, et au final c'est moi qui ai décidé de venir jusqu'à toi où hier j'ai assisté à ton événement sur la péniche mécanique qui était incroyable, mais on y reviendra plus tard. Avant de commencer, quels sont tes pronoms et comment je m'adresse à toi ? Tu peux me siffler s'il faut. Non, j'ai pas de pronom particulier, peu m'importe. Tout me va, je ne me vexerai pour aucune raison. Ok, ça marche. Et bon, alors, est-ce que tu es prêt pour ta Quinterview ? Non, j'aimerais dormir, mais tout va bien. Oui, parce que hier, chaud, qui dit chaud dit termine tard, qui dit termine tard dit sommeil petit, qui dit sommeil petit dit pas interview le lendemain, et pourtant si. Mais si, c'est ça qui est drôle. On va commencer par le début. Où est-ce que t'as grandi ? T'as grandi ici ? T'as grandi du côté de Strasbourg, de l'Alsace ? J'ai grandi à Mittalosbergen. Bon courage pour ceux qui veulent les plaies. Ou tout simplement le chercher sur Google. Oui, bon courage, vraiment. Non, j'ai grandi pas très très loin de Strasbourg, juste à côté dans un petit village. Et je suis parti juste pour mes études et je suis revenu parce que je pense qu'en vrai, il y a un petit côté chauvin qui me part pas, quoi. Et t'étais quel genre de petit garçon, toi ? Le genre bizarre qui se met dans un coin et qui dessine tout seul. Ah ouais, c'est vrai. J'ai toujours été assez créatif et du coup, c'est vrai que j'ai le souvenir de mes parents qui me forcent à aller dehors avec ma sœur pour jouer au grand air parce que je suis un enfant et qu'il faut prendre l'air et faire du sport. Raté. Mais ouais. Et puis au restaurant, pareil, tu me donnais une nappe en papier à l'époque où il y avait encore du papier et des stylos et je dessinais sur les nappes un peu tout et n'importe quoi. Sur mes livres de cours, il y avait aussi plus de dessins que de notes parce que l'écriture et moi, ça fait 2. Si vous regardez mes stories, je m'excuse des fautes d'orthographe, vraiment. Mais du coup, ouais, j'étais très très créatif. J'ai eu des lubies pour un peu tout et n'importe quoi, pour le dessin, la peinture, la sculpture, la fimo, la mosaïque et ainsi de suite. T'as fait de la pâte fimo ? Yeah. J'ai adoré faire des bijoux en pâte fimo. C'était quoi un peu ton hit en pâte fimo ou la chose dont t'étais le plus fier ? C'est si cliché. J'adorais faire des bijoux en forme de bouffe. Ah ouais, c'est vrai. Des petits burgers, je faisais des petits croque-monsieur, genre de choses. C'était pas très réussi, en vrai. Mais d'où te vient cette créativité ? C'est-à-dire que ta mère ou tes parents étaient des personnes créatives, crafty, des choses avec leurs mains Pas du tout. Ah ouais. En fait, si. Mon père travaille dans les espaces verts. Donc je pense que même s'il l'a jamais trop assumé, je pense qu'au fond de lui, c'est quand même créatif.
Je me souviens de lui qui taillait des lapins dans des buissons, par exemple, tu vois. Ok. Donc en Comme vrai, dans le jardin de la reine de cœur dans les ou Pays des Merveilles. Édouard Romain d'Argent, tu vois. Ah ouais. C'est vrai qu'il savait faire des choses avec ses mains. C'est quelqu'un qui bricole beaucoup. Mais il s'en sert pour faire des choses concrètes, dans le sens où il faut faire un jardin, il faut faire une cabane, il faut faire une aire de jeu. Et il se laisse Oui, pas trop... tu sais où va être la finalité. Ouais, il se laisse pas trop la créativité. Alors que je pense qu'en vrai, c'est quelqu'un de créatif. Et ma mère, c'est quelqu'un de très libre d'esprit, mais qui a toujours été assez ancré dans le réel et qui a décidé d'avoir une vie très rangée. Elle travaille dans le même job depuis 35 ans. Ok, elle fait quoi? Elle bosse dans la retraite. Ok. Dans une maison de retraite ou dans l'administratif de la retraite? Dans l'administratif de la retraite. M'en demande pas plus, je sais pas. Non, mais dans les caisses retraite, ce genre de choses-là, quoi. Oui. Elle calcule la retraite des gens et puis elle leur dit que la France ça marche pas, du coup la retraite c'est pas top, mais il y a des réformes tous les 6 mois. Mais c'est un peu ça qu'elle fait. Je sais pas trop exactement quoi. Je m'imagine toute la journée à taper sur un ordinateur sans savoir ce qu'elle fait. Avec des chiffres. Ah ouais, sans doute. Je sais pas. De trouver des documents, trouver des fiches de paye qui n'existent plus dans d'autres pays et autres. Donc elle fait ça depuis 35 ans. Donc c'est vrai que quand moi je lui ai dit que je voulais être tatoueur et travesti notoire, elle s'est un peu inquiétée en mode mais du coup tu n'as pas de salaire fixe? Non. Ah bah oui, parce que forcément elle a réfléchi quoi, à retraite? Oui, je ne cotise pas pour la retraite, pas vraiment. Et puis bon, est-ce qu'à mon époque il y aura vraiment une retraite? Pas sûr. Mais du coup c'est vrai que elle était ancrée dans le réel, mais elle m'a toujours poussé à développer ma créativité. Elle m'a jamais empêché d'être créatif. Donc voilà, je suis un grand fan de films de science-fiction, de fantastique, ce genre de choses. Ok. Quel genre de film Je suis très très fan de Guillermo del Toro. Ouais. Le Labyrinthe de Pan, Hellboy 2 plutôt que le 1. C'est bien un des seuls films où le 2 est mieux que le 1. Ce genre de choses. Tim Burton un petit peu, ce genre de choses, j'ai beaucoup aimé. Et du coup j'étais un peu perché, je pense. Je pense que j'étais un peu ailleurs, donc j'avais pas trop de potes, ou alors que des chelous. Ok. Un groupe de chelous un peu bizarre, tu vois. Mais non, je pense que j'étais un peu différent et j'ai toujours été un tout petit peu en avance. J'ai sauté une classe quand j'étais très très jeune et du coup j'ai toujours grandi avec des gens plus âgés que moi. Donc je me suis toujours rapproché de personnes plus âgées que moi, ce qui fait que du coup j'ai toujours été dans un développement d'aller plus loin et assez professionnalisant. En général, quand je fais quelque chose, j'essaie de voir où ça peut mener dans un terme professionnel. Oui, quelle peut être la finalité, quel peut être un métier, quel peut être le métier derrière. Quelle peut être une passion, quel peut être un métier, qu'est-ce qui rapporte de l'argent, qu'est-ce qui ne rapporte pas, où est-ce que tu perds de l'argent et autres. Et après, je suis acheteur compulsif, donc ça marche pas. Mais voilà. Un peu monomaniaque, du coup. C'est-à-dire, genre, tu découvres une nouvelle passion, quelque chose, et ensuite, tu vas essayer de voir jusqu'au bout, de tout comprendre, de tirer tous les fils pour voir si t'as tout bien compris avant de passer à ta prochaine obsession. C'est un peu ça, je pense, dans l'idée où quand je commence quelque chose, je vais aller jusqu'au bout de ce qui va m'intéresser et m'apporter quelque chose. Et quand je vois que ça commence à m'ennuyer ou autre, je me lasse très très vite et du coup je passe à autre chose. Donc j'ai fait énormément de sports et d'activités différentes et de jobs différents. Parce que quand je m'ennuie, je change, en fait. Okay. Je reste pas dans un truc qui me fait chier. Tu dessinais quoi? Alors c'était quoi un peu tes petites marottes de dessin ou ce que tu faisais souvent? C'est des créatures Bonne question. En vrai, j'ai une grande période de mon enfance où j'adorais les Pet Shop. Ça n'a aucun sens, hein, mais et du coup, je dessinais des bestioles avec des très grands yeux. Je trouve ça assez drôle. J'aime beaucoup dessiner des hybrides où je mélange des choses qui n'ont rien à voir ensemble. Ok. Ça me plaît pas mal. Et après, maintenant, vu que je tatoue, je dessine un peu tout le temps, mais c'est vrai qu'avant, je sais pas tant. Je dessinais quelques créatures ou des trucs qui n'existaient pas forcément, ou des plantes qui n'existaient pas. J'étais pas trop focus dans le réel en mode je vais prendre un arbre et dessiner l'arbre. Ouais. Je le vois de mes yeux, ça m'intéresse pas. Donc, Oui, donc c'est-à-dire qu'en plus d'être quelqu'un de créatif, tu étais aussi imaginatif. C'est-à-dire que t'allais chercher un peu loin dans ton imaginaire, quoi. Ouais, c'est chaud en vrai. Hein. Je suis pas du tout ancré dans le réel. En vrai, je suis quelqu'un de très terre à terre. Je suis pas du tout du genre à vouloir partir dans des trips chelous, mais je crois que je suis un peu genre nostalgique d'une période qui n'a pas existé. Un truc où il y avait pas tout ça et il y avait des trucs un peu qui n'existaient pas, tu vois. Genre, je suis très nostalgique des dragons alors que ça n'existe pas.
J'aurais adoré qu'il y ait des dragons, tu vois, ça aurait été fun. Bon, je pense qu'on serait complètement cons et qu'on ferait des steaks de dragon, mais bah oui. Mais j'aime bien cette idée-là d'être nostalgique d'une époque ou de quelque chose qui n'a pas existé. Dans quel film, dans quel livre, dans quelle histoire t'aurais aimé vivre? Oh, waouh. Le problème, c'est que très souvent, les films fantastiques, il y a un truc trash derrière, en vrai. Parce que je pense au Labyrinthe de Pan, mais c'était en pleine guerre, donc on va éviter, ça m'arrange pas. Hellboy, en vrai, la moitié des choses qui existent là-bas veulent te tuer, donc bon, pareil. Crimson Peak, un peu chelou aussi, c'est pas tout à fait fun d'avoir des fantômes et des assassinats. Donc en fait, c'est toujours assez sombre en vrai. Les univers que j'aime bien sont assez sombres, mais je pense que parce que la peur fait partie du réel en vrai, genre c'est un truc qui est assez intéressant. Mais dans quel film j'aurais aimé vivre? En vrai, peut-être Alice au Pays des Merveilles, parce que c'est assez léger. En soi, il y a juste une timbrée dans le lot. Je pense que si elle, on lui ferme sa bouche, le reste, ça va. Bon, t'aurais fait une super reine de cœur. Hein. Ah, j'aurais adoré. Bah, tu ferais une reine de cœur incroyable. Ouais. C'est pour moi, ça serait toi la timbrée du... Yeah, possible. C'est possible. Ouais, mais du coup, si c'est toi la méchante, c'est plus facile. Dans le sens où là, du coup, tu t'en fous un peu d'être dangereux, enfin, des dangers. Parce que c'est toi le danger. C'est un peu moins dérangeant. Mais je sais pas dans quel film... réfléchir. Ouais. Mais je trouve ça intéressant, cette idée de. Mais je comprends parce qu'il y a plein de choses par lesquelles on est nourri d'un point de vue culturel, de séries, de choses où on s'identifie énormément, mais on s'identifie à des choses qui n'existent pas concrètement parce que c'est de la fiction, mais comme quand on lit un livre, quand on écoute une musique, etc. C'est qu'on se projette. Ouais. Et c'est là où ça marche. C'est parce qu'on arrive à se projeter comme étant un être vivant dans ces histoires-là. Ouais, de fou. En plus, alors moi, je suis pas très très livre parce que le temps que je lise un livre, je pense que ma vie s'arrête tellement je suis lent en lecture. Mais c'est vrai que du coup, dans le film, t'as un peu cette facilité d'imagination où tout est devant toi. Je trouve que dans un film fantastique, la musique est très très importante aussi. Et du coup, ça te permet un peu de te projeter. Et puis tu sors du film, t'as l'impression d'avoir des super pouvoirs alors que t'es personne. Tu vas voir Harry Potter, bon, merci, mais non merci. Mais tu sors de là, tu penses que t'es un sorcier alors que, bah non, tu es un moldu, tu vois. Donc on se place souvent du bon côté de l'histoire alors que pas forcément. Mais ouais, du coup, j'aime beaucoup les trucs qui n'existent pas. On parlait un peu de tes parents, ta sœur. En grandissant, la famille, ça signifiait quoi pour toi ? Alors mes parents ont divorcé, j'avais 8 ans je crois, quelque chose du genre, et du coup j'ai pas été très très proche de mon père parce que je pense qu'il comprenait pas vraiment qui j'étais, et ma sœur et moi on a eu des parcours de vie très très parallèles mais qui se croisaient pas forcément, du coup on n'était pas trop en symbiose non plus, et du coup la famille a pas eu tant d'importance que ça. Je suis très très proche de ma maman, mais c'est vrai que le reste, on va dire qu'on partage le même sang, mais pas forcément les mêmes idées. Du coup, ça marche pas forcément toujours. Après, c'est des parcours de vie, mais j'ai jamais été trop famille, on va dire. Okay. Donc maintenant, je suis très très proche de ma mère. Elle s'occupe de mon fils quand il faut. Elle est adorable. Mais c'est vrai que le reste, on prend de nouvelles de temps en temps et puis ça s'arrête là, quoi. Est-ce que t'as l'impression que c'est quelque chose qui t'a manqué ? T'aurais aimé avoir un peu plus... on parlait beaucoup de choses de fiction, de séries, mais entre guillemets, la famille idéale, comme on la voit, ou c'était ta vie, c'était comme ça et on avance ? Bah, en vrai, c'était comme ça s'est fait comme ça, et ça a en partie fait un peu qui je suis, donc moi je suis ok avec ça. Et puis, même dans les films, les familles parfaites, en général, ça marche pas comme ça. Je pense que rien n'est parfait, on a chacun des trucs qui fonctionnent pas. Donc je suis assez ok avec la famille que j'ai, ça se fait comme ça, et on avance, quoi. Très bien. Et ado, t'as eu des questionnements sur le genre, sur la sexualité, sur ta queerness, sur ce genre de choses-là, ou c'est venu plus tard ? En vrai, ma mère m'a raconté que quand j'avais 4 ans, je lui demandais pourquoi est-ce que les hommes ne portaient pas de jupe. Je ne m'en rappelle pas du tout. Pourquoi ? Et pourquoi ? Parce que le patriarcat, je pense, ou parce que les gens se sont dit que c'était mieux de voir des jambes de femmes. J'en sais trop rien. C'est forcément un groupe d'hommes qui a choisi cette idée de merde. Et du coup, je me posais la question, dans une époque où avoir un style différent était un peu mal vu. Et quand j'ai annoncé à ma mère que je me lançais dans le drag, elle m'a dit que ça l'étonnait pas tant que ça parce que j'ai toujours été attiré par le vestiaire féminin.
la question de genre s'est forcément posée. Après, je suis assez ok avec le fait d'en avoir rien à foutre du genre, dans le sens où, en vrai, c'est un peu égoïste aussi, mais je suis assez content d'être un homme cis blanc, déjà. On connaît les privilèges que ça apporte, donc on va pas se plaindre. Donc c'est ok. Et je peux exprimer ma féminité avec mon drag comme je le veux. Et j'ai des faux ongles en permanence. Si je veux sortir avec des talons, je le fais. Je me pose pas trop de questions. Et j'ai appris à vivre sans le regard des gens assez tôt, en vrai. Et ma sexualité, en vrai, au début, ça a été un peu compliqué, dans le sens où je pense que au fond, je sais depuis toujours que le genre m'intéresse pas, dans le sens où je peux sortir avec n'importe qui, c'est pas trop le problème. Mais j'ai grandi dans l'idée préconçue que l'homosexualité était anormale, en vrai. Je pense de façon inconsciente, parce que ma mère m'a toujours dit que c'était ok. Mais je pense que je chantais au fond que mon père n'était pas ok avec ça et que c'était pas normal. Et les médias à l'époque étaient de cet avis aussi, donc c'était un peu étrange. Donc je sais que mes premières fois avec des hommes, je me sentais extrêmement culpabilisé de l'avoir fait. C'était un peu étrange, où je me disais, mais en fait, c'est pas normal et je dois pas le faire et c'est presque sale. Une espèce de truc comme ça un peu bizarre. Et après, je me suis fait à l'idée qu'en fait, si c'était faisable et que c'était ok, tout allait bien. Mais c'est vrai qu'il y a eu une espèce de moment où j'étais un peu en train de me dire, mais début du lycée, j'arrêtais pas de dire à qui voulait l'entendre que pas du tout, que j'étais pas attiré par les hommes et que pas du tout. Alors qu'en même temps, j'avais déjà mes premières expériences homosexuelles à ce moment-là, mais je me confrontais à l'idée que pas du tout. Donc, je suis resté là dans cette espèce de flou un peu à un moment, et puis après, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était ok. Et parce que j'ai fait des études d'art appliqué et que du coup, j'avais des personnes homosexuelles complètement assumées autour de moi, et que du coup, j'étais là genre, tout va bien, je vais pas aller en enfer, et puis personne va me mettre en prison, en tout cas pas dans ce pays. Donc ouais, ça a été un espèce de parcours un peu bizarre, en mode non, pas du tout, en vrai j'aime bien, qu'est-ce qu'on fait, oh, et pourquoi pas, bon allez. C'est vrai que du coup au lycée j'avais une espèce de des fois j'étais avec un garçon, des fois j'étais avec une fille, des fois par-ci par-là, donc j'ai découvert ma sexualité assez tranquillement et dans un cadre en vrai assez safe, avec des gens cool, avec des gens qui se prenaient pas la tête, qui étaient plus avancés que moi sur un parcours de découverte sexuelle, et du coup c'était vraiment ça s'est fait vraiment tranquillement, en vrai. Genre, il n'y a pas eu de gros moments de pression en mode maintenant je suis homosexuel et il n'y aura que ça dans ma vie, alors que pas du tout. Et, parce qu'en plus t'es pansexuel. Ouais, de fou. Je me suis jamais trop questionné sur le genre des gens, ça m'intéresse pas tant, en vrai. Que tu te sentes il, elle, yel, très bien, passe-moi le sel, on passe à autre chose, parce que ça m'intéresse pas des masses, en vrai. Je suis ok avec le fait que tu sois une personne et ça me convient. Donc ouais, je suis un peu ouvert à ça. Là, actuellement, je suis avec un homme transgenre, et puis c'est très ok. Il est ok que j'en parle. Je suis pas en train d'outer quelqu'un sans son consentement. Hein. Mais du coup, ouais, ça s'est fait tranquille. Ok, justement, on va continuer de si t'es d'accord avec ça, le fait de parler de ta famille que t'as construit maintenant. Oui. Donc tu disais que t'as rencontré l'amour il y a combien de temps, et comment ça s'est fait un peu votre histoire à tous les deux? Ah waouh, accrochez-vous, le romantisme est au rendez-vous. J'adore. Attends, j'ai peut-être une musique un peu romantique, faut que je revérifie. Ah waouh. Alors attends, non, c'est ça. Il y a 5 ans, j'ai rencontré mon conjoint actuel au détour d'une ruelle. Pas du tout, il a matché ma meilleure pote sur Tinder. Est-ce que c'est ok pour vous ou pas? Il a matché une pote sur Tinder, et quand on s'est rencontrés, il a vu ma sœur, il a fait « Ah, mais elle aussi, je la vois sur Tinder. Super, merci beaucoup. J'adore ce qui se passe. » Donc il a matché une pote, ça a pas matché entre eux, et du coup j'étais là genre « Putain, il est grave BG, genre t'as pas son Insta ou son Snap, j'en sais trop rien. » Et on s'est vu, et en plus on s'est vu en mode il va rien se passer, parce que du coup il était en début de transition, il était en train de se rendre compte qu'il était attiré par aussi les hommes. Moi j'étais en train de me dire je suis libre, j'ai pas de mec, j'ai pas d'attache, je vais me barrer à Paris et faire la resta et machin. Pas du tout. Et du coup au final on a fini par super accrocher. On a passé beaucoup de temps ensemble, on a très très vite
habité ensemble, entre guillemets. Genre, je squattais chez lui, quoi, il squattait chez moi. Et puis après, on a emménagé ensemble. On a pris 1, 2, puis 3 chats. Et puis après, on a eu l'idée folle de faire 3 chats? Yeah! En fait, ouais, c'était pas prévu. C'est quoi le nom des chats? Alors, en fait, la première qu'on a eue, on l'a reçue parce que quelqu'un a acheté ce chat et n'arrivait pas à s'attacher. Qui sont ces gens? Je ne sais pas. Et de base, elle s'appelait Yumi, ce que je trouve insupportable à prononcer. Et donc, ma mère l'a rebaptisée Mimi Chacha, ce qui n'est pas forcément mieux. Donc, elle a vraiment un prénom ridicule. Et je pense qu'elle le sait parce que tu vois qu'elle est un peu blasée de la vie. Je pense qu'elle sait qu'elle a vraiment un prénom de merde et qu'on l'a pas respecté pour ça. Donc c'est Mimi Chacha. Ouais, en fait ma mère l'a appelée Mimi parce que Yumi ça faisait un peu Mimi, tu vois. Et puis c'est un chat, donc Mimi Chacha, c'est un peu comme Mimi Cracra, tu vois. Oui, j'ai compris, ouais. J'ai la ref. Ouais, et puis en plus c'est une calicote tricolore, et puis elle est très choupette, mais du coup bah elle a un prénom de merde. Ok, donc il y a Mimi Chacha. Ensuite, mon mec a récupéré un chat dans le garage d'un de ses collègues parce qu'il y a une portée non voulue dans un garage. On dirait un plan cave qui a mal tourné. Et, qui a bien tourné, ça dépend. Ouais, peut-être aussi, en vrai. On sait pas. Quelqu'un qui a bien tourné. Je pense que quelqu'un. Ouais, elle a bien tourné parce qu'on en a fait 4 ou 5. Donc, Et en fait, quand on l'a reçue, elle avait des pattes énormes. Et je me suis dit, ça doit devenir un énorme chat. Et je voulais faire la vanne avec la Big Bertha, mais pas la drag queen Larme. Ok. Donc, on l'a appelée Bertha. Je connaissais même pas la Big Bertha à l'époque. Du coup, dès qu'une drag queen débarque, elle est là genre, ah, c'est pour la Big Bertha. Non, promis, Big Bertha, tu n'es pas un chat. Et du coup, elle s'appelle Bertha et elle a les poils très très longs et elle est vraiment stupide. Comme la vraie Bertha. Oh, non, wow. pas stupide, les poils très longs. Hein. T'es allé trop vite. Oui, les poils très longs. Possiblement. Mais du coup, Mimi Chacha et Bertha, je pense qu'elles sont full lesbiennes parce qu'elles n'arrêtent pas de se tourner autour. Et après ça, on a recueilli un petit chat qui est handicapé parce que du coup, personne ne voulait de lui. Alors, de base, on l'a fait venir d'Espagne, donc il s'appelle Teodoro, ce qui est pareil infernal pour moi à dire parce que je parle espagnol comme je parle anglais, c'est-à-dire très très mal. Et en fait, il lui manque une partie du visage. Et quand on l'a reçu, du coup, il avait les dents apparentes. Si quelqu'un a la ref, c'est un peu genre un chamoute. Un peu comme les poulmoutes, tu vois. C'était un peu le délire. Il avait un peu une tête d'orque aussi, un peu, genre un peu Warcraft. Et du coup, de base, je voulais l'appeler Vlad pour Vlad l'Empaleur, le Dracula. Mais mon mec comprenait pas la ref. Et du coup, on l'a appelé Petit Monstre. Parce que du coup, c'est un peu mignon. Et en même temps, il a vraiment une sale gueule. Du coup, on l'a recueilli parce que personne voulait de lui. Du coup, j'ai 3 chats. Et après, vu que ça suffisait pas, mon mec a fait « Et si on faisait un bébé ?» J'étais genre « Oh waouh, pourquoi pas? Qu'est-ce que c'est l'idée, le plan? Pourquoi? Comment? Quand? Ok, allez, let's go. » Et du coup, on a aussi... Mais t'avais envie de fonder ta propre famille ou c'était pas une question que tu te posais? Mais en fait, moi, j'ai grandi avec une vision de l'homosexualité où avoir un enfant était proche de l'impossible, où il fallait soit passer par des moyens tout à fait illégaux, soit payer très très cher une mère porteuse, dans des conditions qui sont parfois pas les bonnes, soit être avec une très très bonne situation pour réussir à adopter après un parcours de minimum 7 ans. Donc j'ai grandi dans l'idée que d'avoir un enfant en tant que personne homosexuelle, ça serait pas forcément possible. Et quand j'ai rencontré mon mec, il m'a parlé de ça assez tôt, dans le sens où lui voulait porter un enfant. Plus que d'en avoir un, il voulait le porter. Et donc, ma vision de la famille a un peu changé à ce moment-là, en me disant que, bah, en fait, ça veut dire que c'est possible. Est-ce que je suis prêt ou pas? J'en sais trop rien. Est-ce que, dans mon idée, c'est ok ou pas? Sans doute. On en avait beaucoup parlé, et à un moment, je lui ai dit que moi, j'étais pas contre l'idée, mais que si on en avait, ça serait un seul, parce que je vais avoir le temps de m'en occuper, et que avoir des frères et sœurs, c'est pas toujours la meilleure chose. Donc on s'est mis d'accord pour essayer d'en faire un. On a eu une première grossesse assez tôt, en vrai, parce que le temps qu'il arrête les hormones et autres, ça devait prendre un peu de temps. Au final, la première grossesse arrivait assez tôt, mais elle s'est arrêtée au bout de à peu près 3 mois. Et du coup, c'est vrai que ça a été dur, mais ça nous a aidé à nous rendre compte à quel point on était prêts et on avait envie de ça. Donc après, je lui ai juste demandé qu'on se mette pas de pression pour réessayer et pour voir si ça fonctionnerait ou pas. Et ça a fonctionné. Et mon fils est né la veille de la Pride strasbourgeoise en 2023. Du coup, c'est un petit bébé arc-en-ciel qui s'appelle Gaël et qui est trop mignon. C'est trop chou. Et le parcours pour avoir...
on va dire, un enfant quand on est un couple queer avec un papa transmasque, c'est facile ou c'est pas facile? Alors la chance que nous on a eue, c'est que la grossesse s'est faite naturellement. Au moment de la grossesse, Enzo avait déjà passé son CEC, donc il avait changé ses papiers d'état civil au masculin. Il faut savoir que quand on change ses papiers au masculin, on perd tout droit sur des possibles dons d'ovocytes qu'on a pu faire, et on n'a pas le droit à la PMA, parce que du coup on passe dans une catégorie qui n'est pas, entre guillemets, censée avoir d'enfants dans l'état actuel de la loi. Donc on a eu beaucoup de chance que ça s'est fait naturellement, et on va dire qu'une fois que la grossesse était là, il fallait bien qu'elle soit prise en charge. Du coup, on a été pris en charge au CMCO de Schiltigheim par une sage-femme adorable, parce que c'était compliqué de trouver un gynéco qui voulait suivre la grossesse. Donc le parcours après s'est fait assez tranquillement. D'un point de vue médical, on avait une équipe qui était OK, qui était au courant, parce que c'était un peu une première en Alsace qu'un homme transgenre ait un enfant. De plus, mon mec a un cis-passing assez probant. Je pense qu'il est plus masculin que moi. Du coup, c'est vrai que le moment où on va voir de nouvelles personnes qui sont pas trop au courant et qui arrivent et qui voient Enzo et qui me voient moi, ils savent pas trop lequel des deux porte l'enfant, quoi. Ils sont un peu là, genre, qu'est-ce qui se passe? Au début, il y avait quelques personnes qui étaient réticentes, et quand ils se sont rendus compte que la grossesse tenait et qu'elle allait arriver à terme, on a eu des propositions d'articles ou autres, mais du coup, on n'a pas accepté parce que ces gens n'étaient pas OK au début. Du coup, on était là, genre, bah non, en fait, on n'est pas là pour ça. Le parcours est plus compliqué administrativement parlant, parce qu'aucune loi n'encadre la parentalité transgenre. Du coup, officiellement, mon conjoint est nommé maire sur l'acte de naissance, alors que tous ses papiers sont en masculin, parce que la procureure a décidé de sortir une vieille loi en latin un peu pourrie en disant que tout ce qui accouche était une mère. On a de la chance, c'est que sur le livret de famille, il y a marqué père et père, mais du coup, il y a tout un flou, une zone grise de la loi qui n'est pas du tout OK. On avait eu rendez-vous avec une députée pour proposer un texte de loi pour aider les personnes transgenres qui auraient des enfants par la suite. Mais vu le gouvernement actuel, c'est pas prêt de bouger pour l'instant. Mais du coup, c'est quelque chose qu'il faut visibiliser, et les familles queer et les familles avec des parents trans, ça existe et ça va exister de plus en plus. Et il est temps de se réveiller et de faire bouger les choses. Donc petit à petit, ça avance. On est encore en questionnement de savoir s'il faut qu'on attaque l'État ou autre pour avoir une trace, quelque chose, parce que pour l'instant, il n'y a rien, en fait. Dans le fond, c'est quoi qui manquerait ou qu'il faudrait, concrètement? Je pense qu'il faudrait juste que la loi accepte qu'un homme puisse accoucher, déjà, et qu'il puisse être reconnu en tant que père et pas mère, déjà. Et à l'inverse aussi, je sais qu'il y avait eu un couple de personnes transgenres des deux côtés qui avaient eu un enfant. Et ça serait bien de pas marquer père sur le pénis et mère sur le vagin, quoi. Si on pouvait faire comme les gens le sentent, ça serait mieux. Parce que là, globalement, du coup, Enzo a fait tout son parcours de transition administrative. Et après avoir passé l'étape du tribunal, l'étape de changer les papiers, l'étape de machin, l'étape de bidule, il fait un truc très naturel qui est d'avoir un enfant avec un utérus. Et on lui rappelle, encore une fois, que pas tant que ça, du coup. Tu es un homme, mais pas tant, du coup. Parce que on va quand même marquer mère. Donc, c'est un peu bizarre. Et puis, on a vu des réflexions un peu étranges à l'époque de... Si tu veux être un homme, pourquoi tu veux apporter un enfant alors que c'est l'acte le plus féminin qui existe au monde, machin chose. Pareil, c'est peut-être quelque chose qu'il faut changer dans les mentalités, de se dire que la parentalité, elle peut se gérer différemment. Et si un homme... Je pense qu'il y a beaucoup d'hommes cis qui auraient voulu porter un enfant, en vrai. Je pense que c'est un vrai débat où des gens avec un pénis auraient voulu pouvoir porter un enfant. Donc si un homme qui a un vagin peut le faire, pourquoi pas? Et vous êtes qui pour dire que c'est pas OK, que c'est pas masculin ou autre? De toute façon, si ça avait été fondamentalement masculin, les hommes cis le feraient pas parce qu'ils auraient pas les couilles de le faire. Donc laissez les personnes qui ont des utérus le faire comme ils le veulent, et s'ils veulent être pères, ils seront pères, tu vois. C'est juste ça qu'il faudrait changer, mais ça se fera petit à petit, je pense, et en faisant bouger les choses brique après brique. Et pour que les mentalités bougent et changent, il faut qu'il y ait des personnes comme vous qui puissiez le faire et montrer qu'en fait c'est OK, que vous formez une famille qui est chouette, avec de l'amour, avec du soutien, et que
tout va bien, quoi. Et ça change rien, et ça changera rien à la vie de votre enfant, quoi, à la vie de votre fils. Ouais, c'est vrai, mais du coup, c'est vrai que quand on a appris que la grossesse tenait et qu'elle irait à terme, on a fait des démarches assez rapidement, en se disant que du coup, en Alsace, vu que ça s'était jamais fait, ils allaient être perdus. On a fait une pré-reconnaissance qui a été acceptée par la ville de Strasbourg. On a eu des gens très, très, très cool qui nous ont aidés à ça pour pouvoir avoir les papiers prêts. Et en fait, le jour de l'accouchement, vu qu'il n'a pas accouché à Strasbourg, mais à Schiltigheim, le bureau des déclarations de naissance a envoyé un mail à la procureure et la procureure a dit « J'ai dit non en mars, je redis non. Il ne sera pas marqué père. » Et le problème, c'est que tu as maximum 3 ou 5 jours pour déclarer un enfant. Du coup, en plus d'avoir accouché, c'est déjà pas évident. Juste après, on a mis dans la gueule à Enzo, ça va être comme ça et pas autrement, parce que tu as 5 jours pour trouver une solution. Et même si j'ai essayé de remuer les terres, en 5 jours, je change pas toutes les lois du pays, quoi. Donc, et ça s'est déjà fait dans d'autres villes. On avait réussi à contacter des familles avec des personnes transgenres qui avaient réussi à avoir marqué père ou père et mère dans les cas où c'était le cas et autres. Mais voilà, il a fallu que quelqu'un refuse. Et du coup, quand t'es mis sous le fait accompli, tu peux pas faire grand-chose, quoi. Enfin, en 5 jours, en plus de ça, c'était le week-end de la Pride, vraiment, c'était très très compliqué à gérer. Enzo m'a demandé d'être là pour signer les papiers parce qu'il voulait pas les signer de base, parce qu'il était pas du tout d'accord avec le fait qu'il y ait marqué ça. Donc plutôt que de s'occuper de se remettre de son accouchement, il a dû gérer ça, donc c'est pas franchement évident, quoi. Et puis après, pendant 1 an, t'as un peu la tête dans le brouillard, parce que du coup, tu t'occupes d'un enfant et t'as pas forcément envie de devoir te battre contre l'administration. Donc là, on réfléchit encore à comment faire pour que ça bouge, mais ouais, le parcours administratif était un peu relou. Le parcours médical, franchement, on a eu des sages-femmes adorables. On en a une des 2 maintenant qui se spécialise même dans les personnes transgenres pour pouvoir les accompagner mieux dans le domaine médical, donc ça, on n'a eu aucun problème. Et puis petit bébé Gaël va très bien, et puis il est très très chou. Et il est très mignon. Oui, il est trop mignon. Et puis maintenant, il apprend à marcher tout seul. Alors, il marche pas dans la bonne direction, mais ils font qu'il marche. Du coup, c'est déjà ça. Dans la bonne direction. Ouais, et ça a changé quoi à ta vie d'être parent? Parce que t'es quand même jeune, tu vois, t'as 24, 25 ans? 25, ouais. 25. Je l'ai eu à 24. Ça a changé quoi à ta vie? Alors, en vrai, les gens sont horribles. Quand on va avoir un enfant, ils sont là, vous verrez, c'est l'enfer, vous dormirez plus, vous sortirez plus, vous ferez plus rien, vous allez avoir envie de mourir tout le temps et tout. Ouais, c'était horrible. Les conseils des parents à de jeunes parents, vous êtes des monstres. C'était horrible. Et puis du coup, nous on a eu Gaël du coup en juin, et en vrai c'était un bébé assez calme, assez cool. Alors se réveiller la nuit c'est chiant, vraiment, franchement ça donne pas envie. Quand je rentre de soirée à 4h, il faut que je me réveille à 6h pour lui donner à manger et autres. Ça fait mal, on est d'accord, mais vraiment, on nous a bassiné tellement de fois que ça allait être horrible, qu'on n'aurait plus le temps de rien faire et tout, qu'en vrai c'était chill. C'était cool d'avoir un petit bébé un peu tranquille. Alors, il y a des fois, il pleure, tu sais pas pourquoi, t'as envie de crever, tu veux t'embrouiller avec tout le monde parce que machin. Mais le pire dans la parentalité, c'est les autres parents. Mais fermez vos gueules, par pitié. Arrêtez de donner des conseils quand on vous en donne pas. Une fois, on était au restaurant, bébé pleurait, Enzo est sorti pour le calmer, et une connasse est venue dire « Mais c'est parce qu'il veut sa maman. » Mais ta gueule! Du coup, Enzo, très gêné et assez peu conscient des normes sociales, lui a juste dit qu'elle était morte pour la mettre mal à l'aise, parce que arrêtez de donner vos avis tout le temps. Et par pitié, si vous avez un établissement, un restaurant, quelque chose, mettez une table à langer chez les mecs. C'est tellement affreux. Il n'y a pas de quoi changer un bébé chez les mecs, alors que vraiment, les gars, portez vos couilles et changez vos gosses. C'est un enfer. Maintenant, ça va un peu mieux dans les centres commerciaux ou dans les stations-service, mais on s'est rendu compte à quel point les pères... En fait les pères ne s'occupent pas de leurs gosses parce qu'en fait, on leur a juste dit, c'est OK. Il n'y a pas de table à langer, tu vas pas le faire toi, du coup. Il n'y a pas d'espace pour faire ci, machin. Du coup, il se passe rien parce que on leur donne pas l'occasion. Enfin, on leur a laissé la fainéantise de ne rien faire. C'est un truc de fou, quand même. Et vraiment, donnez pas de conseils aux jeunes parents. Si vous en demandent, répondez-leur. Si vous en demandez pas, vos gueules. Et ceux qui n'ont pas d'enfants, donnez pas de conseils aussi. Vraiment, ma sœur m'a donné un conseil. Je dis alors, meuf, t'as pas d'enfant, tu la fermes. Je veux pas tes conseils. Je veux pas savoir comment tu élèves ton gosse, t'en as pas.
Ah oui, pardon. Alors, j'en ai parlé un tout petit peu dans l'intro en disant que Rose avait de la voix. Oui, Rose, voilà, Rose est pas contente. Rose est remontée. Rose est remontée, très souvent remontée et a des choses à dire. Ouais, j'aime bien les dire cash. Donc vraiment. Je pense que les gens ont compris. Ouais, voilà. Donc si jamais vous allez avoir un enfant, vraiment. Fermez vos gueules, c'est le conseil. Hein. Si vous allez avoir un enfant, n'écoutez pas les conseils des autres parce qu'il n'y en a aucun qui sera intéressant. Vraiment, les conseils à base de oui, il faut pas trop le prendre dans les bras, il faut pas trop machin, il faut pas trop ci. On fait comme on peut. Vraiment. Vous faites comme vous pouvez, avec tout l'amour que vous avez, et ça va très bien se passer. Et s'il y en a un seul qui vous donne un conseil, vraiment, dites-lui d'aller se faire voir, hein, parce que c'est horrible. Et quand on disait aux gens, non, franchement, il est cool, il dort bien, machin, la réponse c'était, tu verras plus tard, ça va être pire. Mais pareil, mais pourquoi tu me souhaites de la merde comme ça? C'est quoi ton but dans la vie de me jeter l'œil tout le temps, là, de me dire que ça va être horrible? Pour l'instant, il est gentil, laisse-moi profiter, et pas le seum que ton gamin, ça soit un démon. Enfin, c'est un truc de fou. Du coup, voilà. Moi, mon bébé est adorable. Des fois, j'ai envie de le jeter contre le mur. Ouais, pour le moment. Pour le moment, écoutez, tout va bien. Tu vois, on va parler avec une autre personne qui est vraiment adorable, qui, tu vois, au final, tout peut très bien se passer. Elle a 5 ans et demi. Oh, wow. Elle s'appelle Mia. C'est mon assistante éditoriale. Elle m'aide à préparer l'émission et elle est allée enquêter sur toi. Oh, wow, j'ai hâte. Bonjour, je m'appelle Mia, j'ai 5 ans. Aujourd'hui, je suis disponible. Bienvenue à Mia Question. Salut Mia. Elle est trop chou. Ah ouais, elle est trop chou. Et du coup, elle a enquêté sur toi, Rose, sur tes réseaux sociaux. Bon, évidemment, avec l'accompagnement et la bienveillance de ses parents. Et donc, la première chose qu'elle a à te dire... Bonjour Rose. Pourquoi tu t'appelles Rose Tantal ? Parce qu'à l'époque, je pensais pas que qui que ce soit prononcerait ce nom. En fait, quand j'ai commencé le drag, je m'attendais pas à ce que les gens savent qui je suis. Et donc, Rose, parce que je voulais un prénom un peu vieille France, un peu nostalgique, un peu Titanic, un peu... voilà. Et j'aimais bien que ce mot désigne à la fois une couleur et une fleur. Je trouvais ça assez joli. Et Tantal, c'est pour tentacule. C'est une référence aux pieuvres mimétiques qui peuvent imiter 12 autres espèces en modifiant leur corps. Voilà. Et c'est un peu ce que tu essayes de faire avec ton drag ? Ouais, j'aime bien l'idée d'être un peu polymorphe et de pouvoir modifier mon apparence et mon visage à l'infini. Du coup, je trouve ça assez cohérent. Après, désolé pour les anglophones qui prononcent ça Tentol. Non, c'est Tantal à la française, mon pote. Mais voilà, du coup, à l'époque, j'ai choisi ça. C'était long, en vrai, de trouver un nom de famille qui ne sert à rien. Parce que ça t'a paru évident, Rose, c'était... ou t'as eu d'autres noms ? Non, j'ai eu que ce nom-là. En fait, à partir du moment où j'ai commencé, j'ai eu ce nom-là. Et je trouvais bien de jouer sur la vibe de le rose, c'est pour les filles, tu vois. Et c'est vraiment une couleur que j'adore. Je pense que je m'appelle plus Rose pour la couleur que pour la fleur, en vrai. Et mes roses préférées sont roses, en plus. Donc ouais, ça m'a paru assez évident. Et je trouve que c'est un nom qui me va bien. Et au début du drag, on m'appelait que Rose. Donc pendant presque un an, on m'a appelé que comme ça. Et quand j'ai repris un taf civil et qu'on a dû me mettre mon prénom sur le badge, j'étais un peu perdu en mode oula, du coup je mets lequel, qu'est-ce qui se passe ? C'est interdit de mettre un pseudonyme sur un badge, sachez-le. Du coup j'ai dû remettre mon nom civil et j'étais un peu perdu en mode mais est-ce que c'est encore moi ou pas ? Est-ce que c'est une identité qui me convient ou pas ? Tout va bien, c'est ok. Mais du coup je pense que ouais, Rose ça me va bien je crois. Et puis c'est un peu mignon alors que je le suis pas tant. Du coup j'aime bien l'idée. Pas faux. Et d'ailleurs, la Quinterview, c'est un podcast qui dit que le rose est une couleur et que le vernis, c'est pour les ongles. C'est mieux. Et les vêtements, c'est pour le cul. Alors, me faites pas chier si je porte une jupe. Nouvelle question de Mia. Pourquoi t'as un bretzel sur la tête ? Je n'ai pas que un bretzel sur la tête. J'adore les perruques. Je suis fanat de perruques. Et en fait, il faut sachez que un jour, Velma Velour a débarqué chez moi en me disant « Meuf, j'ai fait une perruque bretzel » et j'étais là genre, alors, espèce de... je vais pas dire de gros parce qu'il y a Mia, mais... De personne... espèce de personne enquiquinante, appropriation culturelle, rend la wig. J'étais là en mode non, en fait, je suis pas ok. Et du coup, j'ai trouvé l'idée géniale d'avoir un symbole de ma ville sur ma tête.
J'aurais voulu la cathédrale, mais compliqué à faire en perruque. Vraiment. Sometimes, on sait pas, ça peut arriver à un moment. Je pense qu'un jour je le ferai, mais et du coup j'ai contacté le même perruquier en lui disant alors je veux un bretzel, mais de la couleur du bretzel avec une coiffure différente. Et du coup il me l'a fait et j'ai posé des petits strass pour faire les grains de sel. Et du coup j'ai fait une coiffure ultra glamour avec un bretzel dessus parce que je trouvais ça extrêmement drôle. Voilà. Nouvelle question de Mia. C'est quoi ta couleur préférée, Rose? Du coup, c'est le rose. Ah bah c'est le rose. C'est scandaleux. En vrai, je sais pas. Il y a un moment où j'aimais beaucoup l'indigo, mais je crois que j'aimais bien le côté un peu intello de la couleur indigo. En mode on sait pas trop ce que c'est un peu entre le bleu et le violet. Mais c'est vrai qu'en fait Mia, quand elle est allée voir ton compte et ce qu'on voit, c'est que t'as beaucoup de tenues avec des couleurs très marquées à chaque fois. En fait, à chaque fois c'est vraiment une couleur, c'est pas plusieurs couleurs, c'est une tenue, une couleur quasiment. Je crois que j'ai un problème avec ça, c'est que j'ai beaucoup de mal à mélanger les couleurs. En vrai, je suis vraiment là en mode on va faire une tenue toute bleue. Comme ça, tout sera bleu. Et on va faire une tenue toute jaune parce que tout sera jaune. Et en vrai, j'ai un peu du mal avec trop de couleurs. Je crois que j'aime bien les couleurs. Mais les associer entre elles, c'est des fois un peu compliqué. J'adore l'association du rouge et du rose, par exemple. Mais après, c'est vrai que du coup, c'est vrai que j'ai beaucoup de trucs monochromes un peu, Je sais pas, j'ai un peu un délire de... Et en vrai, ça me porte préjudice parce que du coup, quand je me maquille de la même couleur. Mais dans une seule soirée, des fois, il y a 2 tenues. Et si les 2 tenues n'ont pas la même couleur, que faire ? Ah non, mais Mia, c'est l'Élise Lucet du drag, hein. C'est-à-dire, c'est vraiment ses drag investigations. T'as vu, là, elle a vu un truc chez toi. Hein. Ouais, je sais. Maybe one time, une tenue arc-en-ciel, mais je trouve ça très clown, donc je suis pas assez sûr. Mais en tout cas, bon, bah voilà, ta couleur préférée, c'est le rose et tu fais des tenues monochromes. Ouais. Mais du coup, c'est très joli. Au moins, il n'y a pas de faute de goût, tu vois. Exactement. Les drag queens qui mettent toutes les couleurs l'une à côté des autres et qui pensent que c'est joli, je suis désolé, hein, mais. Non. Comme. Comme des iguales, voilà. Je vais mettre personne à dos, mais des iguales, the drag queen. Voilà. Ceux qui sachent. Eh ben, merci beaucoup Mia pour toutes tes questions. Merci Mia, vous êtes trop mignonne. À très bientôt. Merci beaucoup Rose d'avoir répondu à mes questions. À bientôt. Bah, merci beaucoup Mia et merci à tes parents Alice et Gilles de t'avoir permis de te poser toutes ces questions encore une fois. On arrive à la partie drag Rose et du coup comment t'as découvert le drag? Comment le drag est entré dans ta vie? Le drag est entré dans ma vie à l'époque où je vivais encore dans les Vosges et où c'était un peu l'enfer, dans le sens où dans les Vosges, vous prenez 10 ans en arrière et vous arrivez à peu près dans les Vosges. Être une personne queer dans les Vosges, c'était très bizarre dans le sens où j'étais du coup un peu seul, à tel point que des parents d'élèves ont fait une pétition pour me faire virer parce que j'allais en cours en talons avec des corsets et des faux ongles et qui trouvaient pas ça normal, que ça allait pervertir leurs enfants, tu vois, c'était un peu bizarre. Ah ouais? Ouais, un peu chasse aux sorcières bizarre. Du coup, j'étais en manque fou de représentation queer et du coup, tous les week-ends quand j'entrais à Strasbourg, j'allais en boîte LGBTQIA+. Et un jour, je débarque et je vois une personne avec une perruque énorme. Il me semble qu'elle était habillée en genre Winifred, un truc dans le genre. Grosse perruque rousse avec les grosses dents et tout. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Qu'est-ce qui se passe? Et je me suis posé 5 minutes pour discuter avec elle. Elle s'appelle Amanda Lagrande. Et cette personne est complètement folle. Et elle était là, genre, ouais, moi je fais du drag, donc je me maquille, je fais des perruques, je fais du costume, je fais ci, je fais ça, je fais machin, je fais bidule. Et j'ai trouvé ça tellement génial qu'en un seul art, il y ait tellement de choses à apprendre et tellement de choses à faire que j'étais là, genre, why not? On va peut-être essayer et tout. Donc. Parce que voilà, c'est vrai qu'on en a parlé au début, t'es quand même quelqu'un de très créatif, qui fait plein de choses, qui a testé l'ébénisterie, qui est toujours en recherche de créativité et de mettre au point de nouvelles choses. Donc là, quand tu découvres ça, d'un coup, tu te dis, une nouveauté. Et j'adore apprendre des nouvelles choses en vrai. Je pense que je fais partie de ce genre de personnes qui sont un peu douées dans tout, mais pas à la perfection. Genre, j'ai pas un domaine où je suis parfait dedans, mais je touche un peu à tout. Et j'adore apprendre de nouvelles choses. Et dans le drag, quand tu sais pas faire quelque chose, tu l'apprends du coup. Et du coup, ça m'a beaucoup nourri d'un point de vue créatif et j'ai pu apprendre plein de choses. Et donc, quand j'ai rencontré cette personne absolument incroyable, j'étais là, je veux essayer, mais comment on fait? Je ne me suis jamais vraiment maquillé. Comment on s'inscrit, quoi? Ouais, comment on commence? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je fais? Où est-ce qu'on en est? Et à l'époque, je connaissais pas Drag Race et je connaissais pas, il y a pas de tuto YouTube comme il y a maintenant, tu vois. Donc,
Ça s'est passé que j'ai demandé à ma mère si c'était OK. Elle m'a dit oui, fais ce que tu veux, qu'est-ce que je te dise. La seule chose qu'elle m'a dit, c'est que je veux pas que tu sois vulgaire. Plot twist, j'ai pris de ces robes qui étaient franchement courtes. J'étais là, alors maman, qui est vulgaire entre toi et moi, du coup. J'ai pris ces bijoux et je suis allé acheter une perruque dans une boutique afro. Une perruque à 40 balles, avec pas de lace et tout. Mais j'ai une amie à l'époque qui m'a donné du maquillage, un peu par-ci par-là. Et c'était un peu trash, en vrai. C'était pas forcément joli. Hein. La photo est encore sur mon Instagram, d'ailleurs. Je l'enlève pas parce que je suis OK avec le fait que ça démarre quelque part. Mais et j'y suis allé comme ça, un peu en mode on va aller en soirée là-bas, voir ce que ça donne. Et je pensais pas du tout que ça me mènerait à la scène, en fait. J'ai pas commencé le drag en me disant je veux être quelqu'un qui va sur scène et let's go. J'ai jamais trop fait de scène. Mais ce qui m'intéresse dans le drag, c'est de faire tout ce qu'il y a avant. Concevoir un personnage avec un costume, une perruque, un maquillage. Et la performance, pour moi, c'est un peu le rendu des quelques semaines de travail qu'il y a eu derrière pour montrer aux gens, voilà, j'ai fait ça pendant 3 semaines. Tout le processus créatif et toute la construction qui est derrière une performance c'est ça, et un show. C'est de pouvoir... Et c'est pour ça que dans ma soirée, les artistes ne font qu'un seul show. Parce que on peut se donner entièrement sa performance. C'est-à-dire que si tu veux... par exemple, hier, j'étais maquillée en clown. Si j'avais dû faire 2 performances, je me serais sans doute pas maquillée en clown parce que du coup, ça aurait peut-être pas allé avec ma deuxième performance. Donc j'aime bien l'idée de pouvoir faire une seule perf dans le sens où je peux travailler 1 mois entièrement sur cette performance, avoir un costume précis, le maquillage très précis avec, et de pouvoir faire ce que je veux. Et puis quand la performance s'arrête, on passe à autre chose. Et il y a d'autres artistes qui passent derrière. Et c'est pas pour autant qu'il y a moins de shows. Alors c'est une soirée qui coûte du coup un peu plus cher, mais ça permet à chaque artiste d'être vraiment libre de présenter quelque chose d'unique sans se contraindre à se dire il faut que je me change juste après. Comment je fais? Et du coup, c'est pour ça que j'adore le drag et que j'adore créer des choses. Et donc, il y a eu cette première fois qui s'est passé un Halloween. Oui, Halloween 2018. Et tout de suite, tu t'es dit, franchement, ça me plaît, je veux continuer, faut que je fasse des choses. C'était évident. J'en sais trop rien, en vrai, je l'ai fait. Parce que là, on parle de ça, c'est en 2018, on est maintenant en 2024, ouais. et ça continue. Ouais, j'ai commencé en 2018, et en vrai, à l'époque, c'était 1 fois par mois, il y avait une soirée drag organisée. Et ouais, je sais pas, j'ai beaucoup aimé, j'ai fait beaucoup de photos à mes débuts, parce que je voulais vraiment créer des images. Je voulais créer de l'image, je voulais créer des choses qui n'existent pas. Et du coup, ça m'aidait un peu à faire ça. Je me suis un peu intéressé au maquillage FX, je me suis un peu intéressé à la photo par-ci par-là. Et ça s'est pas arrêté. Je sais pas, ça s'arrêtera sans doute un jour. Hein. Je me doute que c'est pas éternel, hein, mais pour l'instant, ça me plaît. Pour l'instant, ça me convient. Pour l'instant, j'arrive à être créatif. Et je pense que si un jour, il n'y a plus la créativité, ça s'arrêtera sans doute. Mais pour l'instant, j'adore ce que je fais, donc tant mieux, quoi. En fait, c'est comme si tu avais été posé sur un rail et qu'en fait, t'en es jamais sorti. C'est-à-dire que tout est arrivé à continuer un peu naturellement après cette première fois, quoi. Ouais, on m'a lancé là-dedans. De base, c'était une passion. Et ça a jamais été un objectif de travailler de ça. Et en fait, c'est devenu possible avec les années. Donc j'ai continué là-dedans et pour l'instant, ça va. Justement, tu te vois vieillir en drague ? Je sais pas si je me vois vieillir en drague, mais je me vois plus vieux, genre avec un vieux cabaret où ça sent le velours et le cuir, et puis j'aide des nouvelles personnes à faire du drag, tu vois. Un peu l'espèce de vieille tantine qui a fait ça il y a longtemps et qui sait à peu près comment faire, mais bon... Un peu comme chez maman à Bruxelles. Ouais, tu vois un peu l'idée d'être la vieille travelotte qui a fait ça il y a longtemps, avec 3 morceaux de ficelle et qui sait comment ça marche, tu vois. J'aime bien cette idée de vieillir comme ça. Est-ce que c'est le cas? J'en sais rien. J'adorerais avoir un cabaret un jour. Mais ouais, un peu cette idée de... Ok. J'aime bien l'idée. Ouais. Et puis la vieille qui parle mal, en plus, tu vois, et qui te dit... Ça, tu l'as déjà, hein, sans être vieille. Je sais. Mais en vrai, j'ai 60 ans, moi, dans la tête. Quand t'as commencé le drag, à Strasbourg, quel était un peu l'état des lieux de la scène drag et queer et comment elle a évolué en 6 ans? Eh ben, il y avait rien, en fait. Hein. Ouais. Du coup, Amanda avait lancé une soirée. Et puis, elle a déménagé à Melbourne, donc à l'autre bout de la planète. Et puis, elle a laissé cette soirée à une autre artiste drag qui l'a pris en main et qui l'a fait vivre pendant 1 an et demi, peut-être même plus. Et puis,
plus la demande avançait, plus les gens venaient. Plus les gens commençaient à connaître, plus ils venaient aussi. Donc, j'ai fini par ouvrir ma propre soirée à l'aide de mes sœurs. On avait monté le collectif Le Coven pour pouvoir créer des soirées un peu différentes. Et du coup, on est passé de 1 soirée par mois à 2 par mois, puis à faire des plus gros événements, puis et développer un peu les réseaux sociaux. Et puis après le Covid, qui a tout stoppé net, et qui a un peu arrêté une partie du drag strasbourgeois, c'est-à-dire qu'après le Covid, certaines qui avaient commencé avaient disparu, avaient arrêté le drag pour faire d'autres choses, je pense. Donc il a fallu relancer un petit peu les soirées à Strasbourg, et puis maintenant on en est à... Il y a plusieurs house, il y a plusieurs collectifs, il y a plusieurs shows très différents les uns des autres. Il y a un peu de tout, il y a du show gratuit, il y a du show pré-payant, on fait des événements qu'on n'aurait jamais imaginés, on fait le meilleur drag dans un escape game, on fait des soirées cabaret, on fait des soirées où il y a 400 personnes et ça évolue. Et puis des fois on a été invité par la mairie à un événement et tout. Enfin, du coup maintenant on est reconnu, on fait partie de la vie culturelle de Strasbourg maintenant, donc c'est cool. Et maintenant, je pense que le rayonnement de tout ça a fait que maintenant les gens en France, enfin les drags en France, savent à peu près qu'il y a du drag à Strasbourg. Et vu qu'on fait venir du monde un peu tout le temps, ça fait aussi parler un peu de la scène, et du coup ça se développe doucement, donc c'est cool. Mais alors, il y a du drag à Strasbourg, et il y a du bon drag et du très bon drag à Strasbourg. Hier, je suis venu donc à la Péniche Mécanique pour une de tes soirées mensuelles, et c'était vraiment une très très bonne soirée. Enfin, j'ai envie de dire, et justement ce que tu racontais sur le fait que les artistes viennent faire juste un numéro et ça permet de s'y dédier complètement, et ben effectivement, je trouve que ça change énormément de choses. Ça change énormément de choses parce que en fait, t'es venu pour faire spécifiquement un truc. Et du coup, t'as des numéros qui s'enchaînent les uns après les autres, ou parfois des petits numéros en duo. Mais c'est hyper bien fait, c'est qualitatif, c'est travaillé, c'est bossé. Il y avait hier sur la scène quasiment autant de Queen que de King. Ça, j'ai trouvé ça incroyable. La pole, alors pareil, la pole, il y avait pole dance d'une personne, si j'ai bien compris, qui a une drague locale qui était out of drag, exact, et qui a fait de la pole en slip. C'était incroyable. Rarement je pleure. J'ai lâché ma larme à la première seconde de la performance. Tellement ça m'a saisi tout de suite. C'était fou. C'était super. Vraiment, j'ai passé un trop bon moment. En fait, j'ai construit la péniche en voulant une liberté entière des artistes, en leur disant qu'ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient. Je book des artistes avant de savoir si c'est des drags ou pas. Il y a déjà eu des personnes qui font du burlesque, il y a déjà eu des chanteurs, il y a déjà eu différentes personnes. Et en fait, du coup, je suis 100% OK avec ce que Yel vont faire, qu'ils soient en civil, qu'ils soient pas en civil, qu'ils vont faire une lecture, qu'ils vont chanter, qu'ils vont faire ce qu'ils veulent. Et ce qui permet, c'est vrai que du coup, d'avoir un seul numéro, c'est assez reposant pour nous, dans le sens où tu te dis que tu vas tout donner pendant 3 minutes et après être un peu tranquille. Et ça permet aux gens aussi de voir du coup différentes performances. On en avait 11 hier. On avait 11 performances et on avait du coup, on avait 5 kings sur la soirée. Donc c'était vraiment, vraiment cool. C'est en toute honnêteté pas toujours le cas. On n'a pas toujours autant, mais on adorerait. Mais du coup, c'est vraiment cool. Le public est très, très bienveillant. C'est une soirée qui est remplie d'amour parce qu'on s'adore tous. On est vraiment une équipe très soudée et du coup, genre, on adore être sur scène ensemble, on adore passer cette soirée ensemble. Et j'ai aussi fait en sorte que les artistes de la soirée puissent voir le show. En fait, il y a des places qui leur sont dédiées pour qu'elles puissent voir le show, ce qui fait qu'on est partie intégrante du show et du public. Ce qui fait que ça fait des soirées avec des super souvenirs et c'est un super moment qu'on passe tous les mois. Et ça fait 2 ans et demi maintenant et c'est génial. Et la péniche mécanique est adorable en plus. Ah non, mais c'est super. Vraiment, n'importe qui, enfin, que vous soyez public de show, si vous passez par Strasbourg, renseignez-vous sur quand est-ce qu'il y a une péniche mécanique organisée par Rose Tantal. Ou si vous êtes artiste drag, venez.
Non, mais vraiment, venez, parce que vraiment, le public strasbourgeois est super, cette scène est super. Vraiment, bravo. Et d'ailleurs, alors, je les ai pas tous notés, mais j'ai envie qu'on cite tous les artistes qui étaient présents hier, parce que vraiment, j'ai envie qu'on les book plus, qu'on les voit plus. J'ai trouvé ça super. Donc, il y avait toi, il y avait Viviane Fermoir de Montsac. Oui, Viviane du Fermoir de Montsac. Il y avait Mademoiselle Kiss. Bon, ça, c'est pour les plus connus aussi, Levo et Volove, King, vietnamo-parisien. Oui. Il y avait qui d'autre? Alors, cite-moi tout le monde. Alors, en scène ouverte, nous avions Chana Vision, qui vient de Nancy et qui habite aussi un petit peu par ici, par là. On avait du coup un duo de King avec Danny Hot et Valentin, qui débutent tout juste. C'était leur 3e et 4e perf. C'était super. C'était vraiment top. On a Gaïa, qui est un drag queer d'ici, qui est génial. On avait Rocky Amazon, qui est un drag king qui vit à Bruxelles, mais qui fait un peu Strasbourg-Bruxelles parce qu'il a vécu ici avant. On avait Juanita. Juanita, c'est là où j'ai lâché ma larme. Juanita qui a fait de la pole en boy, qui était très stressée, mais ça s'est super bien passé. Juanita a un drag qui est foncièrement vulgaire. Et c'est vrai que du coup, hier, de le voir pour la première fois en garçon, sur scène, sur une musique très douce, en faisant ce qu'il aime, c'est-à-dire de la pole, où il a commencé il y a à peu près 1 an, les gens qui connaissent Juanita ont vraiment du coup été touchés parce que c'était quelque chose qu'on n'avait encore jamais vu de sa part. Et il s'est ouvert du coup au public et c'était vraiment vraiment cool. Et en plus de ça, il a franchement géré les figures qu'il a fait, mais il s'entraîne presque tous les jours pour réussir à en faire et ça le passionne et c'est trop bien. Et du coup hier il y avait de la pole et en décembre je fais venir une artiste de pole en tant que guest aussi pour visibiliser un peu ça aussi. Okay. J'espère n'avoir oublié personne de hier, mais à Strasbourg on a plein d'artistes géniaux et non, je pense qu'on est plutôt. Ah non, il y avait Francky quelque chose aussi. C'est ce que j'allais dire, oui. Francky quelque chose qui a débarqué il y a 1 an. Okay. Il y a 1 an et qui est absolument génial. Pareil, un imaginaire de fou. Ou une sorte d'elfe. Une sorte de créature mystique entre l'humain et l'elfe. L'extraterrestre, ouais, c'est génial. Et puis. Tout ressorti de Star Trek. Ouais, et puis c'est quelqu'un de très théâtreux, donc c'est toujours bien écrit, bien pensé. J'adore. Et, on refera le point pour être sûr qu'on n'a oublié personne, mais en tout cas, vraiment, allez suivre tout le monde sur les réseaux sociaux, bookez-les, vraiment, c'était une super soirée. Et je peux le dire d'autant plus sincèrement et authentiquement que j'ai payé ma place, comme tout le monde, et que je paye toujours ma place. Donc vraiment, j'ai adoré. J'ai vraiment adoré. Qu'est-ce que le drag a changé à ta vie ou a changé en toi? Ça commence à faire longtemps, donc je sais plus comment j'étais avant, en fait. C'est un peu bizarre. En vrai, je crois que je me vois plus sans, en fait. Mais déjà, ça m'a permis de comprendre que je pouvais faire ce que je voulais et qu'en drague, je peux remballer qui je veux, comme je le veux. Parce que la bienséance, c'est bien mignon, hein, mais quand tu me fais chier, tu me fais chier. Donc ça m'a permis un peu de prendre confiance en mode je suis un humain et j'ai des limites. Et si tu les dépasses, je t'en colle une. Je frappe pas les gens, promis. Mais ça m'a permis de connaître mes limites en tant qu'humain, déjà. Parce que des fois, vous êtes trop intenses, les gens, vraiment. Et ça m'a permis aussi de pouvoir me libérer en vrai, de pouvoir faire ce que je veux. Je suis actuellement du coup mon propre patron. Est-ce que je gagne beaucoup d'argent? Non. Mais j'ai choisi la liberté de pouvoir gérer mes horaires, de pouvoir gérer mon travail, de pouvoir faire ce que je veux quand je le veux, dans les conditions que je veux, de pouvoir dire non aussi. Ce que j'avais pas en tant qu'employé, de pouvoir dire non, ce jour-là je peux pas être là. Non, cette tâche-là, je veux pas la faire parce que c'est pas mon travail. Là, j'ai la liberté de pouvoir, entre guillemets, faire ce que je veux et comme je le veux. Donc, en vrai, je suis franchement libre et très heureux de pouvoir l'être. Je n'ai pas de contraintes d'horaire. Alors, je me pose beaucoup de contraintes à moi-même parce que je suis quelqu'un de très exigeant et que si je fais rien, je me culpabilise beaucoup. Mais je travaille pour moi, je travaille parce que j'en ai envie. Et si un jour, j'ai plus envie, je peux ne plus le faire et changer et faire autre chose. Alors j'ai pas de CDI, donc trouver un appartement ça va peut-être pas être simple si je veux changer d'appart. J'ai pas des 1000 et des 100, mais
j'ai de quoi vivre tranquillement avec mon chéri et mon fils. J'ai de quoi m'acheter des perruques et de temps en temps un corset sur mesure si je le peux. Et ça me convient très très bien. Et j'adore ce que je fais. Eh ben, bravo pour ça. Et d'ailleurs, j'ai pas parlé de ta performance hier, mais qui était aussi incroyable. Merci. C'est-à-dire où tu t'es agrafé des cœurs avec des ballons gonflés à l'hélium sur le corps, où tu as transpercé tes joues avec des aiguilles. Pareil, on fait pas ça comme ça du jour au lendemain. Hein. Tu sais ce que tu fais parce que tu es tatoueur aussi, donc tu connais les points avec lesquels on peut faire ce genre de performance là. Mais c'était aussi incroyable. Je ne déteste pas le sang, je ne déteste pas les aiguilles sur le soldat, mais ça m'a quand même fait un petit. Oh bah dis donc. On va pas tourner l'œil bipouné, mais quand même. Non, mais c'était incroyable. Donc vraiment bravo. On arrive à la fin de cette émission. Et la tradition, avant de se quitter, c'est les recommandations culturelles. Est-ce que tu as pensé à des choses ou pas ? Dans Strasbourg plutôt du coup parce que si le tu reste. Veux, ouais. Si jamais il y a un super musée qui s'appelle le musée Vaudou. C'est une exposition privée d'art primitif qui est vraiment très très bien à regarder. Je vous le conseille. Je vous conseille tous les films de Guillermo del Toro, s'il vous plaît. Soyez culturés un minimum. Parce que c'est génial. Et allez voir les drag shows, que ce soit ici ou ailleurs. Allez voir les artistes queer. Allez soutenir les plateformes queer. Et soutenez l'artisanat français, s'il vous plaît. Et ben ça c'est une très très bonne chose. Et d'ailleurs comme on est dans le local et dans l'artisanat, non alors je vais pas recommander la cloche à fromage que j'adore hein, parce que vraiment voilà je voulais y aller mais il y avait plus de place donc je prendrai pas de la cloche à fromage. Mais je voulais recommander un groupe qui est d'ici, c'est le groupe Lire le Temps qui est un groupe strasbourgeois d'électro swing que j'adore et je les adore tellement que c'est eux et surtout Rim le chanteur du groupe qui a créé et composé le générique que les gens adorent de la Quinterview. Et donc, du coup, voilà. Des bisous à eux. C'est la fin de cette émission, Rose. Ça y est, c'est fini. Vous allez ne plus m'entendre. Mais au pire, ils pourront te réécouter, tu sais. Ah oui, c'est le principe du podcast, on peut écouter en boucle hein, si on veut. Après vraiment, il y a peut-être des gens qui sont maso pour faire ça aussi. Hein. Peut-être. Après, tu me diras, il y en a qui payent pour m'écouter parler sur scène. Donc bon, Exactement. Donc voilà, n'hésitez pas, si vous êtes maso. Vraiment, si vous voulez vous faire insulter en toute bienveillance, n'hésitez pas à venir, j'adore faire ça. Est-ce que ça t'a plu ? Est-ce que tu recommandes le podcast ? Oui, c'était génial, j'adore discuter et j'aime beaucoup blablater de rien et de tout, du coup c'est génial. Venez pas non plus me parler trop parce que socialement j'ai des limites, mais c'était très très cool de faire ça avec toi. Merci d'être venu jusqu'à Strasbourg. Eh ben avec grand plaisir, c'était très très chouette, j'ai passé un bon moment. Et juste un petit truc que je n'ai pas dit, mais vraiment cette émission n'a ni queue ni tête, mais on a parlé beaucoup famille dans la première partie et la famille drague aussi que je t'ai découverte hier avec notamment tes enfants drague et tout. On sent qu'il y a une vraie proximité et que il y a plein de familles, que tu as créé des familles et je trouvais ça très très chouette. Ouais, il y a des familles